L'émission Comment dirais-je est fière de compter parmi ses partenaires le Domaine La France. De la terre à la bouteille. Depuis Montréal, Québec, vous suivez Groupe Station Canada, le chemin de l'information. Bonsoir à tous et bienvenue à une émission de Comment dirais-je. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très content de vous présenter mon invité parce que je l'ai connu par le biais justement à lire les journaux, à suivre sur les réseaux sociaux. À l'époque, je pense que tout ce qui était comme belle ambiance qui se passait à Montréal, elle allait faire une critique et moi qui voulais aller dans l'événementiel, je me suis dit un jour, on va se parler, on va se côtoyer. J'ai eu la chance qu'elle est devenue une amie. Anne-Lovely Etienne, merci d'être là. Merci d'être là. Comment ça va? Ça va super bien. Busy, on connaît, mais ça va bien. On n'a pas le choix. Hein? Puis c'est dans une situation comme ça, si t'es busy, c'est bien. C'est vraiment bien. Je m'estime extrêmement chanceuse d'être occupée. Et justement, on va en parler parce que, bon, au départ, tu étais une journaliste art de vivre, comme on appelle ça. Oui. Mais comment une journaliste art de vivre se retourne dans une situation lorsque le vendredi 13 mars, on lui dit, tu vas être art de vivre de pas grand-chose parce qu'il n'y a rien qui va se passer? Et ça, c'est tellement une bonne question, Kenol. Parce que mon monde fait un switch de 180 degrés carrément. Je me suis retrouvée à me repositionner, c'est-à-dire que ma vie avant la COVID, c'était d'aller faire la couverture de tapis rouges, de lancements, de livres, de premières, de films. Aussi, c'était les ouvertures de restaurants. Moi, j'étais dans toutes les sauces. Comme on dit en créole, j'étais partout. C'est sûr que si vous aviez un lancement d'une collection XYZ, Anne-Lovely, elle était là, elle était sur le terrain. J'ai interviewé sinon autant de stars internationales que des stars locales ici à Montréal. Donc vraiment, ma vie était un feu roulant. Okay. C'est ce que j'appelle un feu roulant. Et est arrivée la COVID et j'ai arrêté du jour au lendemain. Wow. Je suis restée chez moi. Avant, ma vie commençait à 6 heures du matin. J'allais au gym. Là, moi, j'étais vraiment très disciplinée. Tu sais, j'allais au gym, je commençais à écrire. Après ça, vers 4-5 heures, je commençais à me préparer puis je sortais. Puis je rentrais à 10 heures. Ça, c'était ma vie de 6 du matin à 10 heures le soir. Et là, j'allais dormir à 11. Et là, j'étais juste comme ça puis je me demandais qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Mais ça m'a fait le plus grand bien. Ah oui? Oh mon Dieu! Faut se reposer. En fait, j'ai pu savoir c'était quoi l'équilibre. J'en avais pas d'équilibre avant l'après-COVID. J'étais une poule pas de tête. C'est ce que j'étais avant la COVID. Et je me suis retrouvée à faire à manger pour Jérémy tout le temps. Jérémy qui est ton copain, qui était là la semaine dernière, on le salue. On salue. Alors là, j'ai mis mes skills de cuisine que j'avais jamais le temps de montrer. Donc, j'ai vraiment pris le temps de boire du vin, d'écouter des podcasts, de profiter de ma vie. C'est vraiment, ça a été le premier tiers de la COVID. Après ça, rapidement, c'est parce que... On est revenu à la bougeotte première. Je suis quelqu'un qui est pas capable de rester en place. J'ai toujours 20 millions de projets, même si, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. On était tous en confinement, on était tous en quarantaine. Et là est arrivé un poste que Québécois a ouvert pour d'autres journalistes parce que les médias étaient maintenant considérés comme des besoins essentiels. Parfait. Alors, j'ai accepté ce nouveau poste, mais qui était, oui, encore hors de vivre parce que les gens étaient tannés de lire seulement le nombre de cas qui augmentait, puis les autres pays. Puis ils avaient besoin aussi de savoir, s'il y a une compagnie québécoise qui lance des spiritueux, on aimerait savoir c'est quoi. On va aller faire la ligne à la SAQ, puis on va aller l'acheter. Donc, il y avait un petit côté plus ludique au journal, puis ils sont revenus me chercher. Alors là, ça passait mon temps, etc. Mais le monde s'est viré à l'envers avec le Black Lives Matter. Oui, mais attends, on va arriver là. On va arriver là. Avant d'arriver là, je veux qu'on connaisse qui est Anne-Lovely, parce que là, t'es fast forward. On revient à la base. OK. Anne-Lovely, là, on revient plus jeune. Est-ce qu'elle a toujours voulu être journaliste? D'où c'est venu? Ah ouais? Moi, j'ai eu
très jeune, je pense que dans mes vies antérieures, je savais que l'écriture et l'amour des lettres, l'amour aussi pour De la la langue langue. française, m'est venu à un très, très, très jeune âge. Ok. Puis c'est drôle parce que j'ai accordé une autre entrevue, puis je vais répéter ce que je disais. C'est que ma mère, un jour, m'a demandé, ben, j'avais peut-être 6 ou 7 ans ou 8 ans, elle m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Et comme mes profs de français avaient déjà détecté chez moi un certain talent, déjà très jeune, moi, j'ai dit à ma mère, ben, je veux devenir écrivaine. OK. Puis là, ma mère était comme, oh Jésus, pas fait quoi! Et c'est plus tard, dans ma jeune vie d'adolescente, que les choses se sont beaucoup plus dessinées parce que il y avait le journal étudiant dans lequel j'étais hyper impliquée. Après ça, ben, je me suis positionnée aussi comme une leader au sein de la vie scolaire. Donc, pour moi, d'annoncer des choses, de mettre les gens en lien, j'avais déjà un amour pour l'être humain et les histoires qui se dessinaient. Fait que là, je me suis dit, OK, j'adore écrire, j'adore les êtres humains. OK, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben là, OK, je veux être journaliste. Mais est-ce que c'est parce que tu as aussi vu... tu sais, souvent, je donne un exemple. Je parle souvent de ma soeur. Ma soeur, là, elle est devenue avocate parce qu'elle a vu le film L'avocat du diable avec Al Pacino, puis Keanu Reeves. Elle finit le film, je me rappelle, là, comme si c'était hier, elle me regarde à droite puis elle me dit « Alex, c'est ce que je veux faire. » Est-ce qu'il y a un personnage comme ça ou ça toujours... ou c'était juste dans toi, comme ça? C'était dans moi, mais c'est sûr que ça, c'est le classique. Je voyais beaucoup Oprah interviewée. À l'époque, c'était la seule figure de jeune... Ouais, c'était la jeune... Ben, en fait, c'était la jeune Oprah, oui, mais c'était la seule figure de femme noire importante dans les médias. Et non seulement ça, elle était un visage, je veux dire, que tout le monde reconnaissait à l'échelle internationale. Donc, pour moi, c'était un modèle. Je me disais, si Oprah est arrivée là, ben moi, je pense que je peux aussi y arriver. Good, OK. Et quand j'arrivais de l'école, vers 4-5 heures, je savais qu'il y avait le bulletin à 18 heures de téléjournal à TVA. Et moi, c'était important pour moi de l'écouter. Mais à un très jeune âge, pour écouter les nouvelles, qu'est-ce qui se passait dans le monde. Alors, déjà là, j'avais un amour pour l'actualité, la nouvelle. Et je me souviens qu'un prof en 6e année du primaire nous a demandé de dessiner notre avenir. Et j'avais dessiné un logo de TVA avec moi, avec un micro. Je l'ai même sur mon cellulaire, je peux même te le montrer, ce dessin-là. Et donc, ça fait vraiment longtemps que dans ma tête, c'est mon destin. Tu t'es retrouvé sur ton X? Je me suis retrouvée sur mon X. Wow, OK. Donc là, on fast-forward un peu en avant. On fast-forward. T'es justement... Ben non, pas jusqu'à la fin, mais t'étais au cégep, comme tu disais tantôt. Puis là, c'est là que ça a commencé à un petit peu plus se dessiner. Oui, vraiment. Comment ça s'est passé? En fait, c'est qu'au cégep, j'étais encore très déchirée parce que je me disais, est-ce que je vais, comme avocate, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment aussi, pour aider les jeunes en difficulté, à les défendre les plus démunis. Moi, j'ai aussi la cause sociale qui est en moi, qui est vraiment très forte, mais qui s'est beaucoup dévoilée dernièrement, mais ça, on en reparlera plus tard. Mais j'étais encore déchirée entre la voie du droit et aussi mes parents qui se disaient, OK, c'est peut-être un chemin plus traditionnel, conventionnel. Et là, j'avais aussi, l'appel criant de devenir journaliste, animatrice. Et j'ai quand même suivi ma voie, j'ai suivi mon cœur. Et je me suis aussi inscrite au journal étudiant collégial. Et de là, vraiment, j'étais comme, OK, c'est vraiment plus difficile que je pensais. C'est quoi faire un lead? C'est quoi amener une nouvelle? Là, c'était vraiment les balbutiements de la chose. Et l'affaire, c'est que j'ai été dans une école où les gens avaient des très bonnes notes. Des excellentes notes. Et même si j'avais des bonnes notes, c'était pas assez pour avoir la quota pour rentrer en communication parce qu'à l'époque, rentrer dans le programme de communication, surtout à l'UQAM, il fallait avoir une quota de docteur pour vraiment s'assurer d'avoir une place dans le bac. Ce que j'avais pas, moi j'avais des bonnes notes, mais j'étais pas une génie. Tu comprends ce que je veux dire? Faut vraiment le préciser. J'étais une bonne étudiante, j'allais à mes cours, etc. Mais j'aimais aussi faire la fête. On a 18 ans, 19 ans, c'est les premiers, faut chiller. En plus, les premiers temps que ma mère me permet de chiller, parce que moi, j'ai jamais chillé avant le cégep, right? Donc, je me dis, c'est correct, je vais aller monter mes notes parce que j'ai un premier refus pour
rentrer dans le bac en com. OK. Ça, c'est pour ça que je veux vraiment m'assurer de l'expliquer aussi, De de dire la vraie partager histoire, exactement. mon expérience, parce que c'est pas vrai que quand tu as un refus, quand tu es jeune, tu vois ça comme une montagne. Tu vois, oh mon Dieu, je ferai rien de ma vie, parce que j'ai eu cette même réflexion. Mais c'est pas vrai. Il faut retrousser ses manches. Dire, on peut avoir différents chemins pour quand même arriver à Rome. Il n'y Certainement. a pas juste un chemin. Certainement. Il y en a qui sont plus chaotiques que d'autres, mais tu finis toujours par Mais à arriver la à fin, Rome. c'est ton chemin. C'est ton chemin, c'est ton parcours. Alors, premier refus au bac en com. Et là, je me dis, c'est pas grave, j'ai encore ce côté très engagé. Je vais aller faire une année en sociologie. OK. Et avec une mineure en histoire de l'art, parce qu'il faut savoir qu'Anne Levy, elle aime la beauté. Anne Levy aime la mode. Sous toutes les formes. Sous toutes les formes. Anne Levy aime le luxe. Et donc, d'avoir un petit truc sur l'histoire de l'art, l'apprentissage autour de l'histoire de l'art, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Et donc, je fais mon mineur en histoire de l'art avec des cours de sociologie ici et là pour vraiment comprendre dans quelle société dans laquelle on vit, les grands penseurs du monde contemporain. Et mes notes sont tellement bonnes que ça me permet, en fait, de rentrer en communication. Mais attends, là, moi, je rapplique en communication, mais les quotas sont encore trop hautes. Je me dis, c'est pas grave, je vais aller en communication politique. OK. Donc, j'ai encore les notes, j'ai les bonnes notes pour rentrer dans ce programme-là. Et là, la première année, moi qui déteste la politique, je prends que des cours en communication, mais j'ai tellement des bonnes notes que finalement, on me change en communication. Profil média. C'est ce que je voulais. OK. Donc, je fais mon bac et à la fin de mon bac, il y a un stage pour les gens en communication professionnelle. Et c'est le stage de Star Academy comme recherchiste stagiaire. Et là, je le veux. Je veux ce stage comme pour toute ma vie. Je fais tout pour avoir ce stage. L'entrevue, je pense que je me suis tellement vendue comme je me vends encore aujourd'hui, mais c'est là que je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Non seulement tu sais écrire, tu sais parler. Oui. Je sais comment me vendre. OK. Et effectivement, c'est là que je rentre par la grande porte des communications de télévision. Ouais. OK. Maintenant, je reviens à ce premier travail de recherchiste. Ouais. Est-ce que tu es consciente Oui. que tu es une femme Oui. afrodescendante Oui. qui se lance dans les médias Oui. traditionnels Oui. du Québec, Oui. majoritairement caucasiens? Oui. Est-ce qu'on s'en rend compte direct? Pas là. On s'en rend compte avec des petits commentaires ici et là. Je te dirais beaucoup plus tard dans ma carrière, quand les choses commencent à être vraiment sérieuses. C'était sérieux à l'époque, mais on me voyait comme la petite étudiante encore. J'avais pas encore fini mon bac. Il me restait à peine quelques mois, mais quand même, c'est vraiment le début de quelque chose qui va devenir grand, j'en suis certaine, mais j'ai pas encore les yeux qui sont autant briqués sur moi parce que je suis différente. Tu sais, je fais mon petit chemin, je me fais vraiment petite, mais je me rends compte des années plus tard qu'effectivement, oui, j'étais différente et oui, moi, c'est vraiment au journal que j'ai remarqué. J'ai une bonne anecdote à te raconter après, mais je me suis dit qu'à l'époque, je me fais petite, je vais être bonne. On verra pas cette différence. Profil bas par rapport à ça. Je fais profil bas. À l'époque, j'ai 21, 21. Je suis encore une petite jeunesse, tu sais. Et à ce moment-là, tu te dis, OK, la situation est telle, mais tu veux tellement la job que tu fais comme, OK, tu vois des choses, mais tu fais le choix de rester aveugle par rapport à ça. OK. Je fais l'autruche. OK. Ouais. Et comment ça a évolué tout ça? Ça évolue parce que, certainement, là j'obtiens un vrai poste de recherchiste, je pense, 1 an et demi plus tard, qui s'appelle à Radio X Montréal, qui était comme la radio parlée très connue à Québec, qui maintenant voulait faire compétition au 98.5 en tant que radio parlée, qui voulait aussi parler d'actualité. Moi, j'avais fait aussi un stage au 98.5, donc j'avais beaucoup les contacts, etc. Donc, on m'engage pour faire cette émission-là en après-midi de radio parlée. À l'époque, c'était le fameux les carrés verts contre les carrés rouges, la crise étudiante. 2012. Ouais, là, je suis vraiment en plein cœur de la crise étudiante. Je suis recherchiste beaucoup par rapport à cette actualité. Mon Dieu, Jean Charest est au pouvoir.
les libéraux sont au pouvoir, il y a aussi les trucs de corruption. Et c'est gros au niveau de l'actualité, c'est énorme. Ouais. Et la petite Anne Levy de 24-25 qui est là, puis qui parle à qui parle à des ministres, qui parle à des étudiants, qui parle à toutes sortes de gens, des auteurs. Et je commence vraiment à voir, OK, comme même en tant que recherchiste, j'ai un certain pouvoir. Les médias ont un pouvoir que les gens n'ont aucune idée à quel point ça peut changer une perception ou l'autre. C'est incroyable. En fait, je me rends compte de ce pouvoir-là en devenant recherchiste là. Et là, finalement, ben, le Radio X Montréal ne fonctionne pas. Ça se transforme en une radio sportive. Je me fais mettre à la porte. Je me retrouve sans travail. Et entre ça, je suis encore chez mes parents. En tout cas, ça va pas très bien. Je sais pas comment je vais faire pour... et là, je cogne à des portes d'argent. Les agents et c'est là que j'ai su que j'étais une femme noire. OK. Parce que je cogne à des portes d'argent. Il y a une agente qui me dit, écoute, je suis pas certaine, mais tu vas commencer à être hot parce que c'est ça qui commence à demander des filles noires. Really? Absolutely. Elle dit, si tu étais venue me voir il y a 5-10 ans, j'aurais vraiment pu rien faire pour toi. Mais là, ça commence. Je pense que ça va être bon. Je vais te rappeler. Tout bonnement. Tout bonnement et tout ça comme ça. Tout bonnement. Là, je suis comme... Hey, mais je suis compétente, je comprends pas, tu sais. Là, finalement, je laisse tomber les agents et je me dis, je vais travailler pour ma propre tête. Okay. Et avec les contacts que j'avais à Radio X, Montréal comme recherchiste, ben, il y avait une journaliste du Journal de Montréal qui était venue parler d'un dossier qui s'appelait les Sugar Daddy. Okay. Et elle avait fait une grosse enquête sur les Sugar Baby qui s'inscrivaient sur des sites Internet. Pour avoir de l'argent en échange de services. Bref. X. Et cette journaliste-là, on s'était très bien entendus. On avait à peu près le même âge à l'époque. Et je m'étais dit, est-ce que le journal cherche des journalistes? Elle m'avait dit, ben oui, voici le nom de la personne. Tu vois, c'est une question de contact. Voici le nom de la personne qui engage. C'est le chef d'information au journal. Envoie-lui ton CV. Je pense que ça pourrait fonctionner. Je dis, OK, pas de problème. C'est ce que je fais, je suis convoquée en entrevue. Okay. Encore une fois, je me vends comme ça, pas de sens. Et il me dit, tu sais quoi, on va enlever le Lovely parce que ça va être trop long. Tu sais, ça va être Anne-Étienne, tout le monde va comprendre, québécoismedia.com. Puis là, je me suis battue, je dis, ben non, mon nom, c'est Anne Lovely. Étienne. Puis encore là, tu vois, c'est différent. C'est inconscient. Les gens, ils s'en rendent même pas compte. Hein? Mais c'est fait de manière un peu innocente. C'est de façon tellement innocente et inconsciente, mais c'est mon identité. Tu peux pas en plus m'enlever mon vrai nom. Tu comprends? Donc, mais c'est comme ça que mon aventure chez Québécois a commencé. Et depuis plusieurs années, tu es... Ça fait 8 ans maintenant, ouais! Félicitations pour ton œuvre. Je fast forward un peu. Là, parce que je pense que je t'ai vu, moi aussi, dans cette pandémie-là, changer. Je ne peux pas parler d'évolution, je peux parler d'une certaine... Une certaine... je veux pas dire, peut-être utiliser le terme éclosion, d'une certaine manière, pour faire avec ce qui se passe. Par rapport à ce qui s'est passé au niveau du Black Lives Matter, on dirait que c'est à ce moment-là, et tu me corrigeras, que j'ai senti que, OK, t'es une femme noire dans les médias, tu as un rôle à faire et toi aussi, tu dois sortir d'un mutisme. En plus de ça, pour être dans Québécois, que souvent, il y a certains animateurs qui sont un peu... comment dire, qui ont leur idée appropriée sur la question. Comment tu t'es sentie par rapport à ça? Mais c'est que je me suis tue longtemps, Kenol. Même si les choses me dérangeaient de façon extrêmement profonde, je me suis dit, ben dans le fond, mon premier but, surtout quand tu es jeune, tu sais, je me disais, mon premier but, dans le fond, c'est d'avancer, puis quand j'aurai le statut X, Y, Z, là, je vais pouvoir, il y a personne qui va pouvoir me dire, OK, on te donne plus ta job parce que tu as dit telle chose ou telle chose. Mais je pense que la mort, je pense que George Floyd, tu sais, je disais aussi à une autre entrevue, est mort. Tu sais, j'aime pas comparer George Floyd à Jésus parce que c'est pas Jésus, mais il est mort pour la cause des Noirs aussi. Je trouve que cet homme qui a été asphyxié sous le genou d'un policier nous a fait réaliser qu'il y a
cette grande blessure de cette histoire très lourde dans laquelle, comme Noir, on porte et qu'elle n'est pas encore pensée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore un pansement qui est sur cette blessure. Elle est encore très ouverte. Elle est ouverte parce qu'il n'y a pas cette discussion entre les Blancs et les Noirs et cette compréhension de qu'est-ce que c'est d'être noir dans la société d'aujourd'hui. Et avant de penser de pansement, il faut aussi penser de reconnaître un problème. De reconnaître ce problème-là. Donc, là, j'étais enragée, Kenan. J'étais dans toutes mes émotions. J'ai eu un éveil, pas un éveil style « Ah, je veux devenir un autre être humain », mais j'ai eu un éveil spirituel qui m'a dit « Tu sais, Anne-Lovely, tu as une voix, puis utilise-la à bon escient. Fais en sorte que tout ce que tu dis, tout ce que tu écris, c'est pour aider et rassembler. » Et non divisé. Et ça, c'est un éveil spirituel qui est encore en train d'émerger, qui est encore en train, je le sens encore. Et je pense que ça va aller pour un petit moment encore. Mais je te dis, cette année qu'on appelle 2020 n'a pas été toujours négative pour moi. Certainement. Ça a été dans ce sens-là pour le Black Lives Matter et pour d'autres enjeux qui m'ont été que je porte vraiment à cœur. 2020 m'a permis de enfin poser le doigt dessus et de dire Anne, vas-y, porte ta voix, dis haut et fort ce que tu penses parce que je pense que c'est important que les gens sachent vraiment qui tu es. Et dans cet éveil-là. Ce qui a été paradoxal, c'est parce que en raison de ton mutisme, ben des gens ont probablement cru que tu n'étais justement pas si interpellé par la cause. Oui. Alors, comment t'as... Et moi, je veux rappeler, moi, la manière que je t'ai connu, c'est... et je me rappelle de ce moment-là, parce qu'on était au Salon de la femme noire, et là, il y avait un débat sur les cheveux. Oh, God. Et toi, tu t'es levé et t'as dit, nous devons arrêter d'être hypocrites. Moi, mes cheveux, je les fais comme ça et je me trouve belle comme ça. Et c'est comme ça que je veux être. Et moi, je me suis dit, ça m'est pris. Et là, je me suis dit, parce que je ne te connaissais pas comme ça. Tu ne connaissais pas, Et là, tu te retrouves dans une situation où, comme, tu sors de ton mutisme, mais les gens, ils se disent, est-ce que, comment ça? Mais c'est drôle parce que je veux vraiment préciser que en tant que femme noire, j'ai toujours eu la cause de ma communauté à cœur. Et même si je ne le criais pas haut et fort, subtilement dans tous les aspects, que ce soit au niveau de l'écriture ou ma participation dans des événements X, Y, Z, que je parlais d'entrepreneurs noirs et que je les mettais, par exemple, dans un de mes articles ou une de mes chroniques, pour moi, c'était ma façon de dire je vous vois, je vous entends, and I got you, my people. Mais je le faisais de façon assez subtile, moins criante qu'aujourd'hui, mais j'ai toujours été très fière de mes racines, de mon identité et très fière de ma communauté et je l'ai toujours, je crois, fait transparaître dans mon travail. C'est juste que là, c'est vraiment plus intense, c'est plus exposé, mais je l'ai toujours fait. Always. Mais, et ça, c'est que, et je revois une très grande force en toi, et c'est pour ça que je t'admire autant. Et là, justement, toi qui étais un petit peu la demoiselle qui allait dans des événements et tout ça, que c'est pas vraiment des textes d'opinion, d'une certaine manière, tu as fait le switch pour un texte d'opinion. Donc, c'était quoi l'éveil chez toi de le faire? Et aussi, quand tu fais un texte d'opinion, ça veut dire que tu vas générer de l'opinion chez les gens. Et est-ce que tu étais préparée à ça? Non, je vais être honnête, pas du tout, parce que j'ai souvent écrit des textes qui, tu sais, le lifestyle ou l'art de vivre, c'est vraiment chouette parce que les gens veulent que tu parles d'eux. Si je parle d'une compagnie de spiritueux québécois, par exemple, la compétition est tellement forte maintenant que si j'en parle d'un en particulier ou de 5 en particulier, ils vont être contents. Et je suis dans le journal, il y a tel journaliste qui a parlé de nous, c'est vraiment chouette. Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire « Oh my God, stupide, elle a parlé de moi dans le journal! » Que no one ever says that. Mais quand j'ai fait la demande de devenir chroniqueuse d'opinion, c'est que je voyais dans le journal, et c'est ça l'affaire, c'est que je voyais sur toutes les pages
commune de Black, de communauté haïtienne ou de communauté Black de Montréal, Black de Canada, parce que moi, je suis inscrite dans tous ces groupes-là de discussion. Et souvent, tout ce qui revenait, c'était souvent les pages du Journal de Montréal, dont... qui parlaient du racisme et du Black Lives Matter. Et quand on tournait les pages, c'était juste les chroniqueurs blancs qui parlaient aussi de est-ce que oui ou non existe le racisme systémique au Canada ou au Québec, plus précisément. Et tu avais tous ces chroniqueurs-là qui commentaient. Baby boomers, blancs, la plupart pour des hommes, qui commentaient sur la question. And you're not even black. What do you know about being black? Tu sais, moi, ça m'a tellement énervée. Mais j'ai rien dit parce que c'est quand même mon propre journal. Faut faire quand même attention. Mais j'étais énervée. Je vais le dire haut et fort, j'étais très énervée. Et je me suis dit, ben, au lieu de me plaindre, je vais vouloir changer les choses en devenant moi-même. Ben, je suis dans la boîte. Qui de mieux qui est placé que moi pour parler de ce genre d'enjeu-là que moi. Donc, c'est comme un peu dire à un Asiatique de parler de la guerre du Vietnam, mais et de toutes les répercussions qui ont été autour de la guerre du Vietnam, puis t'es pas vietnamien, puis t'étais pas là, puis t'as 20 ans pour parler de cette affaire-là. Non, il faut quelqu'un qui a vécu, ou ses parents ont vécu ça, qui fait des back and... Tu comprends? C'est la même chose. Ça fait un cordonnier mal chaussé. Exactement. Donc, j'ai demandé à mes patrons de me donner cette chance-là, de pouvoir m'exprimer sur des enjeux d'actualité et des enjeux sociaux. Et c'est là qu'est revenu tout mon background aussi d'études. Mes études en sociologie, je ne l'ai pas fait pour rien. Mon premier refus dans mon bac en communication, c'était pas pour rien. Je comprenais c'était quoi être une femme immigrante, les enjeux, ce que vivait Montréal, toutes les questions sur le port du voile, par exemple, les questions, est-ce qu'on va donner la citoyenneté canadienne à ces gens qui sont allés de front, ces immigrants sans papier qui sont allés de front soigner des gens de la COVID-19. C'est toutes des choses que je me disais, mais my God, on en parle, mais pas au point de vue d'une personne issue de l'immigration. Certainement. C'est complètement aberrant. Mais ça, c'était de mon point de vue. Et quand je suis allée de front pour vraiment dire à mes patrons, vous devriez vraiment me donner cette chance-là, je pense que vous allez être surpris de qu'est-ce que j'ai à dire. Et ils m'ont donné le OK. Ils m'ont donné le OK. Et j'étais allée très fort à ma première chronique. C'était Kamala Harris et l'ombre de son mari blanc. C'était mon premier titre de texte. Que tu te reconnais? Tu te reconnais ça? Je me reconnais absolument dans ce texte-là, mais je l'ai fait parce que, oui, il y a une partie de moi qui vit cette réalité où on dit « Ah, parce que tu sors avec un Italien, ben t'es pas assez noir. » Ce genre de racisme inversé. C'est un genre de racisme inversé et j'avais besoin de m'exprimer sur la question. Mais ça continue, là. Je vais continuer à donner de la parole à des jeunes hommes noirs qui sont souvent victimes de profilage racial, mais qui font des choses bien. C'est quand je dis je veux rassembler au lieu de diviser, c'est ce que je veux dire. C'est par cette chronique ou cette voie-là que je vais réussir à le faire, je pense. Est-ce qu'au fond, théoriquement, par rapport à la jeune Anne Lovely qui a voulu commencer au journaliste, est-ce que finalement tu te retrouves en position de ce que tu voulais réellement faire, d'être ce genre oui et non. OK. Oui et non. Oui, parce que, oh my God, si je devais parler à la Anne Lovely de 15 ans, je lui dirais « You gonna make it, girl ». Ça va prendre un peu plus de temps que tu pensais, parce que moi, je suis quelqu'un trop rapide. Moi, j'aime les choses se fassent maintenant, tout de suite. J'ai pas de patience. Moi, je suis une go-getter. Je suis pas une gold digger, mais j'aime bien dire je suis une goal. Like, goal. Like, there's a goal et je suis une gold digger. C'est ça. Et j'ai toujours été comme ça, by the way, depuis ma tendre enfance. Mais je vais lui dire que toutes les choses vont arriver en son temps. OK. Et c'est sûr que j'aurais aimé ça à faire de la télé. Puis c'est sûr que je pense que la télévision, je l'aurais amené autrement aussi, comme je suis en train d'amener autrement le journalisme. Mais on ne sait jamais. La vie me réserve vraiment de belles surprises, je crois. Mais le rêve de l'enfant, quand j'avais répondu à ma mère, je veux devenir écrivaine, ça aussi, il y a une partie qui est en train de d'éclore. Donc, ouais, l'avenir est brillant.
Ouais, elle est remplie de lumière. J'ai bien de voir où est-ce qu'on s'en... Et j'aimerais te poser une dernière question. Ouais. Parce que toi et moi, tu vas avoir... je ne l'ai pas encore, là, mais tu as la carte chouchou. Donc, tu vas avoir... on va dire le nom. La carte chouchou pour l'inviter à chaque année. On va trouver un nom pour les prochains. J'adore. La carte doudou. Louisigno, regarde ça, hein? La carte doudou. La carte doudou. Une question qui est super importante pour moi parce que pour moi, tu es une leader, t'es un leader dans ce que tu fais, une leaduse dans ce que tu fais. En journalisme, dans une situation qui est assez différente, dans un genre de gros ramassis de situation qui fait en sorte que une jeune Anne Lovely peut-être va avoir de la difficulté à se voir, à dire, ben, je veux être journaliste. Donc, si tu pouvais donner un conseil à cette jeune-là qui est en communication actuellement, là, à UQAM, dans les mêmes souliers que tu as portés, tu dirais quoi? Ben, premièrement, je lui dirais qu'elle est dans le bon temps. OK. Je dirais que les choses sont vraiment... Il y a beaucoup d'améliorations. Je ne dis pas que la bataille est finie. Au contraire, il faut continuer. Mais qu'elle arrive dans le bon temps où le 2020 est en fait une ouverture, étant une ouverture d'esprit pour les gens de vrais talents et des gens qui veulent travailler vraiment dans ce qu'ils désirent, quel que soit le domaine, mais surtout dans les communications. Je lui dirais qu'il en faut. Je lui dirais vraiment... Il faut des auteurs. On chiale, on n'arrête pas de se plaindre. La diversité culturelle dans les médias, il y en a pas assez, il y en a pas assez, il y en a pas assez. Mais c'est que, rendez-vous compte que tout ce qu'on voit dans la télévision, ça vient d'une histoire presque personnelle. Ouais. Et si ces histoires personnelles-là sont racontées par des Blancs caucasiens de génération boomers, ben ça sera ça qui va être retrouvé à la télévision. Et s'il y a des auteurs, des acteurs, des réalisateurs, des producteurs issus des communautés culturelles, c'est le temps. Ça va refléter la réalité de cette diversité qui existe à Montréal, tu sais, et au Québec, enfin. OK. Donc, je dirais de jamais lâcher. Because I never give up. Il y a tellement de noms pour un petit oui, à un moment donné, qui fait toute la différence. Ouais. Donc, de jamais lâcher, puis rester chez vos parents le plus longtemps possible. C'est un bon conseil. Pas le premier, t'es pas la première qui dit ça. J'ai dit qu'il y a une dernière question, c'est ma dernière question maintenant. Anne Lovely, dans 10 ans, on est où? Oh mon Dieu, dans 10 ans, je vais être maman, ça c'est sûr. OK. 10 ans, c'est sûr que je suis maman, puis j'espère que l'enfant va au moins 5-6 ans là, d'ici là. Je vais être maman. Oh my God, je pense que j'aimerais avoir ma propre boîte de production. OK. Où je vais raconter les histoires issues de ces communautés culturelles-là, des histoires qui vont toucher. Tu sais, je veux, dans 10 ans, pouvoir voyager et peut-être raconter une histoire qui aura tellement touché le monde que tu sais, en tout cas, je peux pas trop parler parce que j'ai des choses en tête. La deuxième, c'est quand tu vas prendre ta carte doudou. Quand je vais prendre ma carte doudou, on s'en parlera. Mais dans 10 ans, ouais, mes rêves sont assez intenses. Ouais. Et être heureuse. Ah, c'est sûr, le bonheur, je veux être en santé. Je veux tellement donner l'opportunité à des jeunes aussi. Ouais. De rentrer dans la boîte Lovely. Ben oui. Je veux avoir cette opportunité-là Une primeur, la boîte Lovely, ça sent bien. La boîte Lovely Production. Anne Lovely, oui, pour moi, c'est un plaisir de t'accueillir sur le plateau. C'est trop gentil. Pour moi, tu incarnes beaucoup de force. Merci. Et justement, cette émission-là, c'est pour parler des histoires des gens qui se retrouvent sur leur X. Et là, je te vois éclore sur ton X. Et je te remercie. Pas juste moi, Louisigno aussi, là. Je te remercie d'être venu sur le plateau avec nous. Merci tellement de m'avoir reçu. Je suis très heureuse. On suit Anne Lovely sur les réseaux sociaux. Yes. Maintenant qu'elle est plus qu'à 10 000, puis qu'on va lancer l'émission, on va swipe up et on retrouve Anne Lovely. Swipe up! À la prochaine. À la prochaine.